Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite aujourd'hui à faire le voyage de la médecine nucléaire avec mon invitée, Madame Nuzha Benraïs. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Le plaisir est partagé, c'est Ben Khlouf. C'est avec grand plaisir que je participe à cette émission. C'est gentil à vous. Donc effectivement, vous êtes médecin. Nous allons parler de cette médecine nucléaire qui est votre spécialité, mais peut-être commencer par vos motivations et votre parcours. À quel moment vous avez eu le déclic pour la médecine? Oui, au départ, c'était par vocation, pas à la médecine. Par vocation, j'étais plus mathématiques et physique. J'étais toujours première. L'école primaire à Salé, l'école, le lycée, le collège, lycée L'Aïcha, puis lycée Omar Kriyem, sciences mathématiques. Et j'écoutais. Sur les disciplines scientifiques. Sur les disciplines scientifiques, j'ai toujours eu des prix d'excellence, maths et physique, et je ne comprenais pas pourquoi les autres n'avaient pas de bonnes notes, parce qu'il suffisait d'écouter le prof, à mon avis. Mais vous savez, l'accès à l'abstraction est difficile pour beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup d'aisance pour l'abstraction. Les mathématiques, la physique, c'est l'abstraction des symboles, c'est l'abstraction des mathématiques. Quand on parle des espaces vectoriels, c'est quand même pas intuitif. C'est pas intuitif, mais comme je l'ai dit, il faut écouter le professeur et ce que veut dire le professeur. Oui. Bon, moi, j'ai été élevée dans le respect des enseignants, donc pour moi, c'était sacré que d'être à l'écoute à 100% des professeurs. Et je pense que c'est parti de là. Et le travail suit, bien sûr, il faut beaucoup de travail. Oui, et le défi, parce que là, des équations, il faut les résoudre. J'ai dit, non, moi, je vais les résoudre. Ces équations, je vais les résoudre. Très bien. Et d'où vous vient cette détermination? Il y a le père aussi, mon père qui disait, bon, si la femme veut avancer dans ce bas monde, il faut qu'elle s'impose intellectuellement, il faut qu'elle s'impose de par ses valeurs aussi. Et c'est pour cela qu'on a des femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont des femmes merveilleuses, qui ont donné naissance à des enfants, à une progéniture qui respecte l'éthique, la déontologie, qui est dans le respect de l'autre, quoi. C'est universel, je pense. Et donc, c'est ce respect à mes enseignants, les écouter, qui peut-être m'a aidé à avoir tout le temps des prix d'excellence. Et donc, vous me direz, 1 an avant ma médecine, c'est mon père qui m'a dit, pourquoi pas médecine? J'ai dit, oui, mais médecine, c'est pas mon domaine. Vous étiez axé physique et mathématiques. J'étais axé parce que j'écoutais mes professeurs. Oui. Je me rappelle d'un professeur de physique qui m'avait dit, mais vous avez toutes les possibilités, vous pouvez faire. J'ai dit, oui, je veux tout faire, mais je veux apporter quelque chose aussi. Oui. Et donc, subspé, j'étais acceptée avec aisance à Paris. Et je me rappelle le premier jour avec un des sommités des mathématiques qui était mon enseignant, donc je voyais, il me dit, mais en plus, cet excellent dossier appartient à une fille. Et là, c'était le déclic. J'ai dit oui à une fille et je vais vous montrer ce que c'est faire la fille. Sûr. Et donc, les bacs sciences mathématiques à l'époque au Maroc, on faisait tout le programme de subspé les 3 derniers mois en sciences mathématiques. Ce qui fait que moi, quand je me suis retrouvée à Paris, très jeune, et dans une classe où il n'y avait que des garçons, j'étais l'unique fille, avec un excellent dossier, le défi était multiplié par 1000. Oui, on oublie combien ce contexte précisément des études compte beaucoup et que effectivement sentir qu'on est non pas mineur mais minoré. Mais vous avez après vous vous êtes dit alors vous voilà complètement engagé dans l'excellence des disciplines mathématiques et physiques. Et à un certain moment, le basculement vers la médecine s'est fait comment? Le basculement s'est fait, je dirais, naturellement en 1 mois. Parce que, pourquoi j'ai rappelé que j'avais tout le programme, qu'on commençait à peine à faire en subspé, tout le temps la première note. Et je le sentais, même s'ils ne le disaient pas, que j'étais la mal aimée par rapport à mes collègues. Et que déjà, on me mettait sur un piédestal et j'ai horreur de ça. J'ai dit non, moi je travaille pour travailler, pas pour être ah non, vous allez rentrer chez vous, vous allez devenir. Alors ma phrase c'était moi je veux rentrer dans mon cher pays que j'adore, quitte à finir, je ne sais pas moi, n'importe quel métier au sud du Maroc sous un olivier. Ça me suffit.
Cette ségrégation, dès le départ, m'a déplu, surtout que je suis fille de militants. J'ai dit, c'est pas normal qu'on me dise, moi, je suis la meilleure et que les autres ne valent rien. Et j'ai adoré le cours de philosophie sur les bouquins d'Alfred Musset. Je rentrais en profondeur dans toutes les matières, mais... Oui, c'est important de souligner cet aspect de culture générale on dit culture générale, mais en réalité, c'est peut-être mal nommer les choses, parce qu'en réalité, c'est tout simplement une grande culture qui a des aspects scientifiques et des aspects littéraires, mais c'est la même culture. Oui, mais on commençait à plus toucher le matériel. Ça va vous ouvrir des portes, vous allez devenir une grande personnalité. J'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi. Et j'ai eu des difficultés à convaincre mon professeur de maths à rentrer au Maroc. Donc, je téléphone à mon père, je lui dis, je rentre. Il me dit, oui, tu me manques déjà, mais si tu veux rester, tu restes. Je respecte. J'ai dit, non, je rentre. Je rentre au Maroc. Bon, bien sûr, avec des lettres de recommandation. À l'époque, il n'y avait pas d'email, il y avait des télégrammes à lycée Lyoté. Vous avez quelqu'un qu'il faut vraiment pousser. J'ai dit, non, j'arrête. Ça, j'étais peut-être douée, comme disaient mes jeunes camarades. J'étais peut-être douée, mais je ne sentais pas que j'étais douée. J'adorais la philosophie tout autant que les maths et la physique. Je dis pas, c'est juste réfléchir à la chose. Ni plus ni moins, sans aucune prétention. Et là, mon père arrive un jour et me dit, écoute, il y a la faculté de médecine qui est toujours ouverte. J'ai dit, bah, surtout pas médecine. Moi, je ne vais pas apprendre à réciter. Je ne sais pas apprendre. Je rentre à la faculté de médecine. Mon premier cours, c'était un désastre parce que c'était un cours d'un grand professeur d'une sommité en physiologie qui commence à parler de la cellule, qui dit que dans la cellule, il y a tant. Et puis, mon deuxième cours, c'était le cours de biophysique. Professeur aussi, que Dieu l'ait en sa miséricorde, il est décédé il y a 2 ans. C'était mon mentor. Alors, il commençait à expliquer la radioactivité en utilisant des phrases très, très bien, judicieusement d'ailleurs choisies. Mais que j'ai compris par la suite. Mais je lui ai dit, mais monsieur, tout est faux. Tout est faux. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Venez à la fin de cours, je viens. Il m'a dit, je vous inscris tout de suite dans une des facultés des sciences. C'est pas normal que vous restiez là. Je lui dis, non, la tangentielle est nulle, l'autre n'est pas l'une, mais c'est flagrant. Pourquoi vous leur dites ça? Il m'a dit, écoutez, vous ne dites rien. Il me prend, il m'emmène à son bureau, service de médecine nucléaire. Et il me dit, ça se passe à Rabat. Donc. Oui. Et il me dit, c'est le service des radioisotopes. J'ai dit, ah bon, ça existe en médecine? Il me dit, ça va être votre futur bureau. Ah, c'est incroyable. Mais vous savez, cette imposition de destin, ça marche beaucoup. Les gens reprennent à leur crédit un verdict venu de l'extérieur. Et effectivement, bon, vous avez retrouvé la physique parce que, bon, je le rappelle aux téléspectatrices, téléspectateurs, nous sommes avec vous pour évoquer et approfondir la question de la médecine nucléaire. Donc, de la physique, vous voilà en médecine, mais avec une orientation physique très forte, parce que maintenant, on va parler de votre domaine. Donc, peut-être restituer l'historique de la médecine nucléaire qui allait être votre spécialité une fois médecin. Alors, oui. Bon, pour le bonheur du père, je lui dis, je reste en médecine, j'adore, parce que 1 + 1 ne font pas 2. Il y a tellement de possibilités que je suis même perdue, à la limite. Alors, l'histoire de la médecine nucléaire, les avancées en médecine ont mis des siècles pour parvenir à une médecine vraiment moderne et tout cela. Et depuis le XVIe siècle, parce qu'on était basé sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique, qui a toute sa valeur et qui garde toute sa valeur. Avec Laennec, la grande découverte, c'est le stéthoscope au XVIe siècle, on a commencé à écouter les bruits du cœur, les bruits des poumons. Et c'était une grande avancée, suite à quoi il y a eu plus de 300 travaux de thèse et de recherche sur justement le stéthoscope. Puis plus rien, jusqu'à la fin du 19e siècle, en 1895, où un physicien, Monsieur Röntgen, un Allemand, William Röntgen, qui découvre les rayons X. Il laisse une boîte, il laisse par mégarde le tube de Coolidge, enfin le grand-père du tube de Coolidge allumé, et le lendemain, il trouve une plaque photographique avec des ombres alors qu'il n'y avait rien.
Il a eu le génie de rattacher ça au contenu de la boîte. Il a dit donc c'est des rayons qui ont traversé la boîte et ça c'est leur. D'où l'idée de génie. Donc on peut voir l'intérieur de l'organisme. C'est la naissance de la radiologie. C'est cela. Donc la radiologie, juste après la découverte des rayons X, il y a eu une application médicale. Et l'application, je dirais, massive de la radiologie, c'est au moment de la Première Guerre mondiale, où on a pu localiser les débris de plomb chez les soldats pour les sauver. Ah. Donc, ce qu'on voit dans les documentaires, c'est des petites charrettes avec des tubes à rayons X. Une année plus tard, Henri Becquerel, physicien français, 1896, lui, il n'a pas laissé de tube allumé ni rien du tout, mais un minerai à base d'uranium à côté d'une plaque photographique dans un tiroir. Le lendemain, il trouve le relief de cet uranium. Il a dit c'est quelque chose de naturel, c'est juste un minerai, mais qui est actif. D'où le nom de radioactivité. Bien sûr, il y a eu les travaux de Pierre et Marie Curie qui ont eu 2 prix Nobel. Le premier partagé en 1905 avec Henri Becquerel et le deuxième en 1911 suite à la découverte de radioactivité du polonium et du radium. En vous écoutant, on est complètement dans la physique et on a quitté la médecine. On semble avoir quitté la médecine. Mais les détours, c'est très important, vous savez, de la recherche. C'est une émission consacrée à la recherche. Très souvent, les voies ne sont pas directes d'un domaine et que on prend des biais qui se trouvent être créateurs, et vous faites le mouvement de la jonction. Donc là, on a pris le détour de la physique, de cette physique qui a fait des bonds extraordinaires au début du XXe siècle, que vous venez de rappeler. Et comment retomber en médecine à partir de là? Tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que pourquoi j'ai rappelé la radiologie? Parce qu'il y a eu une application directe. On voit la main de Madame Röntgen, parce qu'il expose la main de sa femme pendant 30 minutes, donc il l'a bien irradiée. Et on voit même l'anneau de Madame Röntgen. Donc, on a pu voir l'intérieur de l'organisme. C'est inimaginable. Puisque du 16e au 20e siècle, au fin du 19e, début 20e. Lorsque Marie et Pierre Curie découvrent le polonium et le radium qui sont hautement radioactifs, d'ailleurs Marie Curie est décédée d'une leucémie en 1934 suite, elle le savait, mais elle adorait tellement ce qu'elle faisait, elle était comme née pour ça, Madame Curie. Donc, on voulait justement l'appliquer en médecine. On a pris, depuis ce temps-là, on a pris beaucoup de précautions quand même pour éviter d'exposer les gens. On peut y avoir des accidents ici ou là. Il y avait un accident en Lorraine d'une surdose. Fukushima, le dernier, etc. Bien sûr. Donc, juste pour rappeler l'histoire, on voulait l'appliquer aussi comme l'application de la radiologie. Oui. Et comment faire? Donc, ils ont remarqué que justement le radium et le polonium entraînaient une rougeur au niveau de la peau. Donc, les premières utilisations, c'est les poudres que mettaient les femmes sur les joues. On y ajoutait un petit peu de radium. Les jeunes femmes étaient ravies parce que les joues étaient roses. Et donc, mais c'était pas une application. Pourquoi on n'a pas appliqué? Parce que c'était de la radioactivité naturelle. Oui. Et la radioactivité naturelle, la période, c'est-à-dire la désintégration, met des années. Donc, on ne peut pas l'introduire à l'intérieur de l'organisme. Oui. Et puis, en 1934, l'année du décès de Madame Curie, la grande dame, Madame Marie Curie, sa fille Irène, qui était physicienne aussi avec son mari, découvre la radioactivité artificielle. Et le lendemain, c'était la naissance de la médecine nucléaire, puisqu'en 1936, justement, un jeune médecin à l'époque, Saul Herzl, d'ailleurs, j'ai commémoré sa journée par un webinaire à travers UNMI avec sa fille, Barbara Herzl, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a dit, puisque maintenant on a des produits radioactifs de très courte période,
qui ne sont pas nocifs, et je vais abréger, sinon ça va être trop long. Oui, parce qu'on doit venir véritablement à votre domaine, le temps passe vite. Alors là, on peut l'utiliser parce qu'ils sont de courte durée. Je rappelle que l'homme lui-même est radioactif. Bien sûr, parce qu'on a du potassium 40, on a du tritium, on a... Non, mais tout est une question d'échelle et de dose. Oui, tout est poison, rien n'est poison. Ce qui fait le poison, c'est la dose. Ben voilà, c'est très très bien dit. Mais précisément, maintenant qu'on a cette radioactivité artificielle, on va pouvoir la contrôler pour éviter précisément les dérives et les désastres dont certains ont fait les frais au début de cette découverte. Bien sûr, Marie Curie. Exactement. Mais maintenant, vraiment, votre domaine, le temps passe vite, votre domaine, donc la médecine nucléaire au Maroc, vous l'avez développé, vous avez eu plusieurs formations. Quand on voit votre CV, il y a la Belgique, il y a les USA, il y a le Japon. Alors brièvement, de tous ces périples, de tous ces voyages que vous avez effectués, qu'avez-vous retenu, si je puis dire? Alors oui, c'est un grand domaine. La médecine nucléaire, c'est une médecine de plus en plus personnalisée. Et alors il faut dire personnalisée, non pas sur une personne spécifique, mais sur un type de personne. Sur un type, je dirais, de maladie, sur le phénotype moléculaire de la maladie. Parce que lorsqu'on entend, par exemple, cancer du sein, il y a des milliers de cancers du sein qui sont différents les uns les autres. Et le même cancer peut évoluer et se dédifférencier, et ce n'est plus le même cancer. Une variation dans l'expression de la maladie. Et cette variation dans l'expression de la maladie, les outils de la médecine nucléaire permettent de bien les aborder. Ah oui. Pourquoi? Parce que la médecine nucléaire, d'ailleurs, la première utilisation, c'est Saul Earls. Il l'a utilisé chez l'animal en 1936-38. En 1939, c'était l'application chez l'homme. Et c'était génial. C'était au niveau de la glande thyroïde parce qu'on donnait de l'iode radioactif. Et qu'est-ce que c'est qu'un isotope radioactif? Il a le même comportement physico-chimique que l'élément stable. C'est-à-dire que la glande thyroïde chez l'homme ne fait pas la différence entre l'iode radioactif ou l'iode stable. Elle va le capter, elle va l'organifier, elle va former des hormones, bien sûr à des quantités infinitésimales. Et donc, je dirais, c'est beaucoup moins irradiant que les techniques radiologiques, dans le sens où, dans une technique radiologique, chaque cliché est irradiant. En médecine nucléaire, on voit le métabolique, le physiologique, comment marche la cellule. Alors tout cela, c'est pour le diagnostic. Maintenant, on parle très souvent de radiothérapie. Quel est l'élément thérapeutique de ces outils de la médecine nucléaire? Alors, ces outils de la médecine nucléaire, il y a les émetteurs gamma qui ont un très long parcours et donc qu'on peut détecter à l'extérieur. Ils sont dédiés au diagnostic. Alors, qu'en thérapeutique, c'est les bêta-, c'est-à-dire c'est des électrons. On irradie par des électrons. Et au niveau des tissus humains, c'est de l'ordre du millimètre. Ou avec des émetteurs alpha, de plus en plus, c'est des micromètres. Quel type de maladie cible-t-on? Le cancer, l'inflammation, le cancer. Le cancer, quel qu'il soit? Non, il y a des cancers qui se prêtent plus. Alors, exact. Parce qu'il y a des cancers où on a les phénotypes moléculaires qui sont, par exemple, dans le cancer de la prostate chez l'homme, on a le PSMA, qui est le phénotype moléculaire qui exprime la cellule cancéreuse. Et donc, lorsqu'on la lie à un émetteur gamma, on voit où se situe la maladie et sa propagation. Lorsqu'on fixe un émetteur bêta- ou alpha, on cible. Donc, c'est une radiothérapie sélective, contrairement à la radiothérapie conventionnelle, qui est une radiothérapie où on envoie, mis à part la curithérapie, un faisceau, donc, qui traverse donc la tumeur, et pour arriver à la tumeur, il va passer par les organes sains. Donc, il les irradie beaucoup plus. Oui. Donc, quand vous dites effectivement thérapie ciblée, c'est là qu'on retrouve la médecine personnalisée. À chaque fois que l'on cible, on est dans le spécifique. Exactement. On est dans le spécifique et les effets secondaires sont 1 milliard de fois moindres que la chimiothérapie, puisque la chimiothérapie, si vous voulez, c'est comme un incendie dans une forêt. Si. On va on va toucher les cellules saines et les cellules malades. Alors quand médecine nucléaire, si vous voulez, c'est comme la foudre, cible et ça va sur un arbre, donc sur la tumeur, sur sa métastase. Et vous m'avez parlé de pays, oui, c'était très diversifié. J'étais encouragée par mes maîtres
Donc, mis à part le mentoring assuré par mon professeur de biophysique, il était aussi physicien et médecin, professeur aussi. Donc, il m'inscrit à l'université Paul de Sabatier de Toulouse et je partais durant les 3 mois de vacances pour passer mes examens et faire des stages. Donc, en même temps qu'étant étudiante en médecine, j'ai eu le master de base physique des indicateurs nucléaires et radiobiologie, et là, je savais que c'était ma spécialité. Et le doyen de la faculté m'avait convoqué. Il m'avait dit, vous êtes assistante de biophysique. Alors, ceux qui veulent me taquiner me disent, oui, vous étiez notre prof. J'ai dit non. Non. On était à 1 promotion près, à 2 promotions près. Je n'étais pas votre prof. J'étais juste assistante. Donc, dans ces pays, j'ai beaucoup appris. Et en rentrant de Paris, il y avait un professeur de médecine nucléaire, qui est professeur Alaoui, qui est dans le secteur privé. Il y avait déjà 9 à 10 médecins nucléaires marocains. Et j'étais la première femme médecin nucléaire. Et je voulais rester dans le secteur parce que j'adore enseigner. Oui, vous avez une fibre pour l'enseignement qui est très, très important. Vous m'aviez dit tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que c'est un moment sacré de se retrouver en face des étudiants. Et justement, vos étudiants, quelle est la réceptivité de cette médecine nucléaire auprès d'eux? Excellente. J'essaie dès la première année de leur faire aimer les rayonnements et de donner l'application. D'ailleurs, je dirais la grande part de mes étudiants qui ont fait la spécialité, ils gardent en mémoire ce premier cours. Donc, d'où l'importance d'un enseignant. Mais vous êtes autant finalement professeur de physique que professeur de médecine. Non, oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Depuis tout à l'heure, vous parlez de biophysique. Peut-être arrêtons-nous sur cette expression. C'est physique adapté au vivant, c'est ça? Oui, tout à fait. Biophysique. Et alors, dans ma question, le pourcentage entre physique et médecine. Je vais vous rappeler une phrase. We work as a physicist and we think as a physicist and we work as a physician. Voilà. Donc, il faut toujours savoir ce que veut dire une image et la qualité de cette image. Et là, il faut le contrôle de qualité des appareils, le contrôle de qualité des radiopharmaceutiques, qui sont les produits utilisés en médecine nucléaire. Et ces radiopharmaceutiques, c'est juste un isotope radioactif, gamma ou bêta- ou alpha, selon que l'on veut le diagnostic ou le traitement, qui est rattaché à une molécule spécifique de tissu, d'organes ou de pathologie. Donc là, on va plus dire à l'avenir, c'est ce que disent les grands chercheurs, pas moi. Donc, ils disent, à l'avenir, ça ne sera plus cancer du sein, cancer de la prostate. Ça va être un cancer de tel phénotype moléculaire qu'on va traiter. Et accessoirement, on va le rattacher au sein, à la prostate, C'est etc. le discours aussi de l'immunologie, c'est de prendre quelque chose de systémique de l'individu. Ouais. Alors, pour répondre à votre question à laquelle je n'ai pas encore répondu, parce que il faut canaliser aussi la discussion, c'est que j'ai beaucoup appris de ces voyages. C'est juste des contacts, soit universitaires, et je remercie les doyens de la faculté et les directeurs du CHU qui m'ont aidé à progresser. J'ai eu beaucoup de difficultés à instaurer la médecine nucléaire au Maroc. Tous les débuts sont difficiles. Non, parce qu'il n'y avait pas la spécialité. Elle existait au niveau du ministère de la Santé, spécialiste en électroradiologie option. J'ai dit, mais c'est pas ça, moi je suis médecin nucléaire. 3 années. Le label est important pour effectivement donner une visibilité à une recherche. Il a fallu que je devienne membre du conseil d'administration, de gestion du CHU, de l'imposer, de l'avoir en PV lors d'une réunion qui était assez houleuse avec les responsables du ministère de la Santé. Il faut créer. Mais vous savez, ce que vous dites là est très important pour les jeunes chercheurs parce que l'administration de la recherche fait partie de la recherche. Tout à fait. Et on est complètement impliqué dans une recherche, mais il y a un moment où on est obligé d'aménager un contexte administratif pour la recherche et cela fait partie de la dynamique de la recherche. Le temps avance vite, je voudrais évoquer avec vous un élément très important. Vous avez eu plusieurs prix et vous êtes à la tête d'un organisme, vous allez nous expliquer ce que c'est, Women in Peace in Nuclear, c'est ça? Bien. Les femmes engagées dans la médecine nucléaire, mais avec un horizon de paix. De quoi s'agit-il? Alors là, c'était justement une invitation par Win Global, Women in Nuclear, à l'échelon mondial,
Et la présidente voulait, avec des collègues ici au Maroc, voulait faire quelque chose sur le nucléaire. Et c'était juste une conférence je dirais, de raconter dire le parcours, puisque je suis fondatrice de la médecine nucléaire universitaire au Maroc. Ça n'existait pas. C'était à l'université Mohamed V. Oui. Avec monsieur le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, qui m'a beaucoup aidé aussi, professeur Zarouali, qui a bien compris le message. Oui. Et le service s'appelait Radio Isotope. Au conseil d'administration, je voulais le nommer service central de biophysique et de médecine nucléaire, comme dans tous les services où j'ai été formée, mais ils ont retenu juste médecine nucléaire, mais c'est pas grave. Ça me va. Oui. Mais bon, les professeurs de médecine nucléaire sont pour enseigner, pour attirer justement les plus jeunes, on passe par la biophysique. Alors, ce Women in Peace. Alors, oui. Alors, WIN Global d'abord. Women in Nuclear. C'est-à-dire? Women in Nuclear. C'est les femmes, c'est plus des ingénieurs de par le monde. Il y a des Américains, toutes les nationalités. Et il y a des branches par pays. Et là, on m'avait invité du côté marocain avec la présidente pour présenter ma biographie. Donc, j'ai parlé le plus naïvement du monde et le plus sincèrement. Comme vous faites avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, juste après, et comme je suis très impliquée, je suis expert de l'AIEA et je coordonne les projets africains de médecine nucléaire, et je participe à des réunions de coordination à travers l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, je dis, c'est l'avenir. Mais j'allais vous parler justement de l'encadrement que vous faites en Afrique et de la radiopharmacie dans un projet dans lequel vous êtes impliqué. Alors, on termine sur le premier, on va sur le second, ça va être la fin de l'émission. Oui, alors justement, là, je parle de ça et je lui écris, écoutez, je veux créer un réseau africain pour mieux développer la médecine nucléaire, parce que tout ce qui est gouvernemental, c'est très bien, on le garde, c'est magnifique. Mais il faut faire quelque chose, parce que souvent j'ai des mails, il faut que je réponde à comment on fait cette technique, comment vous l'avez réussi au Maroc. Je le fais avec grand plaisir. Mais bon, il faut presque institutionnaliser pour que tout le monde, c'est-à-dire de par le monde. Elle m'écrit, mais madame, votre suggestion me va. La présidente mondiale, elle me dit, j'allais vous nommer leader de WinMe, c'est-à-dire vous êtes le leader pas d'Afrique mondiale de Women in Nucléaire, parce que c'est des femmes apparemment comme moi qui pourraient faire avancer les choses. Mais j'ai dit oui, mais moi je veux plus la coopération Sud-Sud. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, vous allez faire le plus avec le Sud-Sud, mais vous allez faire des... Et là j'ai un groupe d'experts. Et là Win for Peace. Win for Peace. Donc là, c'est l'autre versant. Non, c'est pas l'autre versant. C'est toujours un groupe aussi d'experts. Moi, je suis leader du groupe d'experts de WinMe. Et lorsqu'ils ont créé il y a 1 an, et tout ça, ça date d'il y a 2 ans, pas plus. Alors, il y a 1 an, Eva Yann, qui est ingénieure, qui est de renommée mondiale dans le nucléaire, qui a travaillé à l'AIEA, elle a créé Women for Peace. Et là, je lui ai répondu, si ce n'est pas la meilleure application WinMe, donc je suis dans ce groupe et j'ai animé là le 10 juin, à l'échelon mondial, une conférence sur Basics in Nuclear Physics, juste le Review of Fundamental, pour attirer le plus de jeunes dans l'utilisation pacifique. Je vois que vous êtes très orienté vers la transmission, c'est un point très important. On a parlé de l'enseignement. Alors le dernier point, justement, cet encadrement des thèses en Afrique autour de la radiopharmacie. Un mot sur chaque chose. D'abord, c'est quoi une radiopharmacie? Alors la radiopharmacie, c'est la discipline où des pharmaciens, c'est comme des médecins qui se spécialisent dans la médecine nucléaire, des pharmaciens se spécialisent dans la production et dans l'élaboration et dans le contrôle de qualité des produits utilisés en médecine nucléaire. D'accord? C'est de la pharmacopée orientée médecine nucléaire. Orientant médecine nucléaire, c'est-à-dire ils prennent des radioisotopes, émetteurs gamma, bêta-, alpha, et ils essayent de les lier. Et là, il faut la stabilité du produit, il faut qu'il ne se dégrade pas durant l'examen, tout un processus qui permet de réaliser des examens ou des traitements en médecine nucléaire. Et là, la faculté de médecine ou l'université Mohamed V, en collaboration avec le CNESTEN et l'AIEA, ils ont créé ce master de radiopharmacie. Et là, mes étudiants africains, c'est devenu des enfants, mes enfants.
Et là, que ce soit avec la première, la deuxième, on est à la 3e promotion qui vient de soutenir en février 2024. D'excellents rapports et on essaye de les placer. Parce que par le passé, il n'y a pas de médecine nucléaire en Afrique. Oui, mais il y a quand même 29, je dirais, unités ou départements de médecine nucléaire en Afrique, dans toute l'Afrique. C'est très peu. Et souvent, c'est des radiologues. C'est appelé à se développer. Oui, et ça a pris la forme de la radiopharmacie quand on lit votre CV. Oui, excusez-moi, on ne peut plus faire de la bonne médecine nucléaire sans radiophysicien et sans radiopharmacien, puisqu'il faut utiliser des produits avec des quality controls, c'est-à-dire des contrôles de qualité. Et vous êtes le chef d'orchestre de tout cela. J'essaye. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Madame Nzha Benraïs, de votre passage dans notre émission. Je dis merci aux téléspectatrices et téléspectateurs pour leur écoute attentive et je vous dis à une prochaine fois. Merci encore, madame. Merci à vous. Donc, si je dois insister sur une dernière chose, c'est la qualité de l'enseignement. Oui. Il faut se vouer corps et âme. Et personnellement, je n'ai jamais compris qu'on peut être dans le privé et dans le public. Moi, je n'arrive pas, mais je respecte les gens qui font ça. L'éthique, s'il vous plaît. L'éthique dans la recherche, l'éthique dans tout ce que vous faites. Et là, l'intégrité scientifique est importante parce qu'on commence quand même à la perdre de par le monde. C'est pas une spécificité marocaine et c'est bien dommage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre écoute. Merci madame et à très bientôt. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous renouvelle mes remerciements pour votre fidélité à cette émission. Merci madame. Merci beaucoup.